Abdul Karim Bandé, le directeur général du cabinet Salomon Conseil, est notre invité du jour. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de la famille comme levier de performance professionnelle et socle de développement des nations. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Première question, toute logique. Pourquoi une telle thématique, la famille comme levier de performance professionnelle? Pourquoi aujourd'hui on s'intéresse à un tel aspect? Merci beaucoup, merci pour l'occasion qu'il m'a encore donnée. Je salue tous nos téléspectateurs, nos auditeurs et merci pour les retours qu'ils nous font. Et c'est encore l'occasion pour moi de les encourager à ne pas nous envoyer des thématiques. On a beaucoup de retours, des gens qui sont très satisfaits de ce qui se fait ici. Et pourquoi un tel thème? Alors, je me force, lorsque je viens sur ce plateau, de parler de sujets qui iront avec ce qu'on a l'habitude d'entendre, qui touchent aux vraies problématiques. Et vous savez que le livre dont je suis l'auteur, Banaliser le succès, aborde en fait la question de la famille à un moment donné. Parce que lorsqu'on parle de la roue des domaines de vie, on parle de l'équilibre de vie, parce que le succès c'est un équilibre. Et la famille joue un grand rôle dans l'équilibre d'un individu et dans la construction d'une nation. Vous conviendrez avec moi que la plupart des gens, une perception, une famille ça commence par un mariage, ont une perception très négative du mariage, ont l'impression que le mariage est une mauvaise chose, mais je dis que non, absolument non. Vous voyez, le travail est difficile, il est compliqué, mais quand même on met l'énergie qu'il faut pour y aller. Mais c'est la même chose pour la famille. Pour moi, la famille et le travail ont le même poids. Dans mon système de croyance, il n'y a pas plus d'importance pour mon travail que pour ma famille. Les deux leviers sont importants. Et quand je regarde autour de moi, les personnes les plus productives, les plus épanouies ont trouvé la façon d'avoir une famille équilibrée, une famille épanouie et en même temps travail. Et on peut aisément mesurer l'impact d'une famille déstructurée sur la vie des individus qui y vivent. À vous entendre, on aurait cette petite impression que sur le plan professionnel, beaucoup ont eu une mauvaise perception de la famille. Absolument. Dans les rues, il faut demander aux jeunes, encore c'est pire. Attends, le mariage c'est une mauvaise chose. Pas la famille en elle-même n'est pas l'élément qu'on indexe le plus, mais le mariage comme le problème. Mais malheureusement, c'est le mariage qui fait la famille. Tout à fait. Vous voyez, et il y a une perception négative, en tout cas, que j'espère, même si on ne la change pas profondément, qu'on lève un questionnement durant cette émission et que ceux qui nous suivent commencent à s'interroger et fassent plus d'efforts ou recherchent les moyens d'investir dans leur famille. Parce que de la même manière que vous devez investir pour avoir une belle carrière, du temps, des ressources, de l'énergie, vous devez aussi investir dans votre famille. Elle ne va pas se développer de manière automatique. C'est parce que vous allez faire un investissement. Même la graine que vous plantez, il faut bien investir du temps, des ressources pour qu'elle grandisse. Donc de la même manière, une famille a besoin d'être entretenue. Et vous savez, par le passé, c'est de moins en moins vrai aujourd'hui malheureusement. Peut-être c'est pour ça qu'on a des problèmes, mais par le passé, vous ne pouviez pas occuper de poste de responsabilité si vous n'aviez pas une famille à gérer. Parce que c'était la preuve, c'était là qu'on s'entraînait d'abord à devenir une personne responsable et un véritable manager. Parce que tout ce qui est vrai dans le développement d'une entreprise est vrai dans le développement d'une famille. Les deux restent des entités économiques. D'un point de vue économique, le ménage est une entité économique. L'entreprise est une entité économique. Et ils répondent au même levier, au même principe. L'aspect professionnel, le travail, il y a des exigences. Parmi ces exigences, bien sûr, la concentration, le temps. La plupart de nos auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent et qui nous écoutent, certainement sortent très tôt de leur domicile. D'autres, quand ils retournent à la maison, les enfants sont endormis. Le matin, pendant qu'on parle, ils sont peut-être endormis. Comment arriver à faire la part des choses afin de concentrer assez d'efforts, non seulement dans le professionnel, mais en même temps dans la famille? C'est là tout. Oui, le travail a tellement tendance à nous absorber qu'on estime qu'on ne peut plus rien faire pour notre famille. Et c'est la tendance générale. Je suis fatigué quand on rentre chez soi le soir, on est épuisé, donc on a moins de temps même d'échanger avec eux, même s'ils sont éveillés. Et parfois d'autres rentrent au moment où ils dorment. Donc ça fait que finalement la famille est délaissée. Et ça c'est le constat justement. Et c'est ça qu'il faut rééquilibrer. Alors pour rééquilibrer, il y a un coût d'opportunité, il y a un coût de renonciation. Je crois que la société a bien pensé la question. C'est pour ça qu'on a un temps de travail. On travaille par exemple 8 heures par jour. Mais quand on descend, il faut prendre le temps de rentrer chez soi. Mais quand on descend, on ne rentre pas à la maison. On a tendance à faire autre chose. On va aller d'abord voir les copains, on va faire du social au détriment de notre famille. Non, il faut avoir un programme. Dans lequel programme on va classer des activités. Je vous donne un exemple. Hier, simplement, on était en train de faire le programme des vacances.
pour voir les espaces de temps qu'on a, mon épouse et moi, entre le travail qu'on a à faire, et quels sont les espaces de temps, parce qu'ils seront en vacances, les vacances sont devenues plus longues, c'est 4 mois pratiquement. Laisser des enfants à la maison 4 mois, mais c'est dangereux. Ils n'ont rien à faire, ils vont faire que des bêtises. Il faut mettre du contenu. Et c'est le moment, les vacances sont des moments privilégiés pour que les parents aient un peu plus de temps. On ne peut pas le consacrer, c'est vrai, en termes de temps, puisque vous êtes au bureau 8 heures, quand vous rentrez souvent, ils sont en train d'étudier. Mais il faut avoir des espaces de temps. Et les vacances et les week-ends sont les meilleures opportunités d'avoir du temps avec la famille. Mais pour ça, il faut le planifier. Je vous assure qu'on avait un fichier Excel dans lequel il fallait planifier les espaces de temps pour voir qu'est-ce qui nous reste pour passer des moments de famille. Parce qu'il faut investir du temps, il faut investir de la réflexion. Il faut anticiper. Ça ne va pas se faire automatiquement. En améliorant ainsi la vie de la famille, comment on arrive à améliorer la productivité individuelle? C'est de voir déjà les conséquences. Quand une famille est désharmonisée, prenons simplement le célibat. Le célibat pour une femme, ça se voit tout de suite. L'effet, l'impact est souvent très fort sur les femmes. Je dis souvent, il ne faut pas que les féministes me tombent dessus, mais on perçoit que l'impact du célibat sur la femme à un certain âge est beaucoup plus lourd à vivre. Mais sur l'homme aussi, on ne se rend pas compte parce qu'il fait le fort, le dur, mais il subit. Quand un homme est célibataire, je ne sais pas depuis quand vous êtes entré dans le mariage, mais les commentaires des amis, des parents, mais Joe, tu attends quoi? Tous les jours, tu entends ces choses, mais c'est beaucoup de frustration. C'est beaucoup de frustration. La solitude que tu vis chez toi, c'est beaucoup. Tout le monde a envie de laisser un héritage. Donc, regardez quelqu'un qui vit le célibat longtemps, vous voyez, il ne peut pas être aussi épanoui. S'il n'est pas épanoui, il n'est pas productif. Il y a des personnes qui n'osent pas rentrer chez eux le soir, femmes comme hommes. Parce que l'ambiance qui y règne est tellement délétère qu'au lieu que ce soit un lieu de repos, un lieu de restauration, ça devient un lieu de problématique. Mais quand vous allez être productif en entreprise, si vous ne dormez pas suffisamment parce que vous avez peur de rentrer chez vous à la bonne heure, si chaque jour que vous rentrez, vous sortez de chez vous, il y a un conflit qui vous accompagne au bureau, vous ne pouvez pas être productif. Donc, alors que là, c'est un endroit que vous ne pouvez pas éviter. Vous allez y aller de toutes les façons. D'accord? Donc, une famille qui n'est pas harmonieuse va créer énormément de problèmes. Mais une famille qui est harmonieuse serait une opportunité de développement, de croissance, de performance. Parce que l'état de repos dans lequel vous serez intérieur va vous rendre plus productif. Et deux ensemble, deux réflexions, deux revenus, autant de synergie que vous pouvez créer à deux. Et quand la famille est forte, avec plus d'individus, avant, pourquoi dans nos villages il fallait être nombreux? Parce que la famille, c'est une force. Mais aujourd'hui, l'individualisme donne l'impression qu'il faut être peu nombreux, mais ce n'est pas vrai. Si on grandit ensemble, si dans une famille nous sommes tous productifs, et qu'on est harmonieux, mais on devient plus fort. Et ici, j'ai élargi la notion de famille aux cousins, aux oncles et autres, parce que les familles les plus puissantes dans le monde vont ensemble. Et certaines communautés nous le demandent bien. Les Chinois savent le faire, les Libanais savent le faire. Il y a des familles qui savent se construire en Afrique, ensemble. ici au Sénégal par exemple. On en a. Au Burkina, on en a. Donc, je donne ces exemples parce que souvent c'est les plus palpables qu'on voit vraiment dans le monde entier, qui se développent de manière harmonieuse. Donc oui, la famille, c'est fondamental. Quand on arrive à s'intéresser à investir aussi bien dans sa famille que dans l'aspect professionnel, quel peut être l'intérêt à grande échelle pour la nation? Alors, n'oublions pas que l'individu se produit où on fabrique des individus, des hommes et des femmes. C'est dans les familles, c'est la machine. La famille est la machine normative qui produit les individus. Mais les individus sont à l'image de leur famille. Le comportement qu'un jeune homme aura ou une jeune femme aura, très souvent, au moins 90%, vient de l'éducation qu'elle aura reçue, de l'environnement dans lequel cette personne a grandi. Quand vous voyez un père de famille qui a 2 enfants sur sa moto et qui brûle le feu, ne vous attendez pas à ce que cet enfant respecte le feu. Mais c'est le résultat de la famille. C'est ça. Et l'école ne peut pas remplacer, c'est impossible qu'une école remplace la famille. Moi je le vis un peu, l'encadrement des enfants à l'école. On a tendance à déléguer ça, par exemple, à un répétiteur. Mais le répétiteur ne pourra jamais remplacer les parents. Le levier d'autorité, d'influence que vous avez sur votre enfant, le répétiteur ne peut pas l'avoir. Donc il sera limité. Si l'enfant est autonome, brillant naturellement, il n'y a pas de souci. Mais un enfant qui a besoin d'être soutenu, d'être accompagné, d'être suivi, un répétiteur seul, on l'a vu, ça ne marche pas. Il faut vraiment que la famille s'y engage. Donc la machine qui produit les individus, c'est la famille. Si cette machine est en panne, elle ne fonctionne pas bien, mais la nation sera en panne et ne fonctionnera pas bien. Donc nous avons une responsabilité au-delà de nous, de notre père, parce que lorsque la famille est harmonieuse, déjà nous-mêmes devenons plus productifs. Et c'est ça où je vais attirer l'attention. Mais ensuite, il y a les enfants que nous allons faire. Ces enfants aussi, c'est une responsabilité générationnelle. Parce que 2 vont sortir des générations.
Et ça dépendra du type de famille que nous aurons créé. Même l'héritage qu'on va leur laisser, pour que cet héritage puisse être pérenne, il faudrait qu'on ait construit une bonne famille qui leur permet justement de pouvoir porter l'héritage et de le transférer aussi à leur tour. Mais plus loin, c'est la nation que nous construisons. Donc nous avons une grande responsabilité, non seulement de devoir bâtir des familles, mais de bâtir de bonnes familles qui vont justement pouvoir permettre à la nation d'être plus forte. La thématique est digne d'intérêt, la famille comme levier de performance au plan professionnel et tout. Je pose une question que beaucoup peut-être ne comprendront pas. Pour vous, qu'est-ce qu'on met dans le lot d'une famille? C'est quoi la famille déjà? Ok, merci beaucoup. Déjà, la famille, c'est une union de deux personnes. Bon, parfois aussi, il faut prendre en compte, moi mon père était polygame, il faut prendre en compte, et c'était harmonieux, il faut prendre en compte la polygamie. Donc, un homme et une femme dans notre contexte, ailleurs, ils se sont autorisés à faire varier la notion de famille, mais chez nous, et j'espère que ça va le rester longtemps, une famille, c'est d'abord une union entre un homme et une femme, ou un homme et plusieurs femmes, et non le contraire. D'accord. Chez nos frères musulmans, on va plus aller à 4 femmes, d'accord, c'est leur droit. Et c'est ça aussi une famille. C'est aussi des familles qui se rencontrent. Mais une famille, c'est aussi pour moi, et c'est là où moi je veux mettre l'attention, parce qu'on peut donner autant de définitions qu'on veut à la famille, mais là où je veux mettre l'accent, c'est que la famille, c'est un levier de productivité. Et je vous dis, seul, ce n'est pas efficace. À deux et bien accompagné, vous devenez extrêmement productif. On a besoin de vivre en famille. Et donc, c'est un outil de productivité. C'est là où je veux mettre l'accent. Voilà. En quoi est-ce que la famille pourrait-elle affecter la performance au plan professionnel d'un individu? On l'a un peu dit tout à l'heure, quelqu'un qui... Je veux dire, il suffit de regarder autour de nous, vous allez voir le gars. Moi, je me souviens, ces aînés qui nous donnaient des conseils, mariez-vous, mariez-vous, mariez-vous. Et puis après, on prend un pot quelque part, et puis le gars, il a pris 2-3 verres un peu de trop. Et puis en temps il lâche le mot, mais qui m'a dit de me marier? Il me dit, attends, d'accord, donc c'est lui que tu veux mettre dans des problèmes. Et il reste plus tard, il veut que... quand tout le monde dit qu'on rentre, lui il veut pas qu'on rentre, lui il veut rester là, parce qu'il veut pas rentrer chez lui. Donc quand c'est pas bien fait, il faut reconnaître que tout ce qui a de l'importance est risqué. Travailler est risqué. Se marier, oui, il y a un risque. Parce que c'est important, c'est tellement important qu'on ne devait pas le faire du genre pouf, pouf, dondon, comme on dit ailleurs, ou Mamadou et Bineta. Non, c'est pas du hasard. Ça devait se construire. Et malheureusement, on ne se prépare pas. Et pour moi, c'est là qui fait le drame. Et les impacts sont à différents niveaux, émotionnellement, économiquement, relationnellement, pour ne citer que cela. Il y aura des conséquences. Et on le voit. Il suffit d'ouvrir les yeux. Ceux qui nous écoutent voient. Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent, qui vivent des situations difficiles, mais j'ai envie de dire, c'est pas tard en fait. Il suffit de changer son paradigme et d'investir comme il se doit, de peut-être reprendre son processus, et puis on peut corriger. Quand vous dites d'investir comme il se doit au niveau de la famille pour réussir sur le plan professionnel, en ce moment, au-delà de son temps que l'on peut consacrer à sa famille, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aussi? Parce que pour beaucoup, plus on travaille, plus on n'a pas le temps. L'important, c'est qu'on arrive économiquement à gérer sa famille comme il se doit. Beaucoup se donnent comme priorité, même si toute la semaine, mon épouse, ma femme ne me voit pas, pourvu que j'arrive à les satisfaire pour tout besoin. Est-ce qu'ils se trompent en ce moment aussi? Je pense qu'ils se trompent. Je pense que c'est un équilibre qu'il faut créer. C'est pas la quantité d'argent qui fait la famille. C'est pas la capacité à payer le loyer ou la maison ou donner des cadeaux. Non, c'est de vous dont votre famille a besoin et c'est pas de votre argent. Il faut de l'argent. Ça aussi, c'est une c'est une nécessité. C'est pourquoi j'ai dit à un moment donné qu'il faut travailler à équilibrer les deux. Moi, j'essaie de faire en sorte que la famille et le travail me prennent la même énergie, autant de ressources. C'est difficile de trouver cet équilibre. Ça fait qu'il y a un coup de renonciation. On doit être capable de renoncer à plus d'argent pour avoir un peu plus de temps pour sa famille. Moi, je connais quelqu'un ils avaient échangé en couple, et ils avaient décidé que la femme ne travaille pas. Parce qu'il était important qu'il y ait au moins une personne qui soit là pour s'occuper de la famille. Beaucoup de personnes, aujourd'hui, nos familles sont telles que papa comme maman sont très actifs. Et finalement, il n'y a personne pour bâtir la famille. On n'a que de peu d'interactions. Et ça, c'est extrêmement dangereux. À terme, c'est des regrets. À terme, c'est beaucoup de regrets. Dans mon livre, j'en parle. Je crois que dans la courbe de vie d'un homme, entre l'âge de la productivité, je vais le situer pour être un peu large, entre 18 ans et 40 ans environ.
où on a un vrai souci d'être productif, où on a envie de gagner de l'argent. Donc la moyenne, ça va être vraiment les 30 ans, où on a envie de gagner de l'argent. Donc on met tellement d'efforts là-dessus. Mais lorsqu'on rentre dans la cinquantaine, la famille commence à devenir extrêmement importante. Parce qu'on se rend compte qu'on ne va pas travailler toute sa vie et qu'on commence à ne plus avoir autant d'énergie pour courir. Et à 60 ans, à la retraite, ça devient une évidence. Vous avez besoin de votre famille. Mais malheureusement, comme on ne se rend pas compte, on pense qu'il ne s'agit que d'argent. Non, il ne s'agit pas que d'argent. C'est un équilibre. C'est pour ça que c'est difficile. Il faut prendre le temps de construire une équation. Je vous dis, de la même manière que vous réfléchissez à votre travail, vous devez réfléchir à votre famille. Il faut avoir un temps de réflexion. Quelle famille je veux? Comment je la projette? Quel temps je lui donne dans toute cette complexité d'activités que j'ai? Quel temps je dégage? Quel type d'activité je fais avec elle? Et il faut du temps de réflexion. C'est important. Toutes les choses importantes demandent des ressources. Le chômage est nuisible à l'harmonie familiale, pas uniquement dans le sens économique et tout, mais dans le travail aussi. Vous dites qu'il faut trouver un équilibre. Comment on arrive à créer cet équilibre? Est-ce qu'on devrait décider de travailler moins? Est-ce qu'on doit renoncer? Parce que vous avez dit qu'il y a un coût de renonciation. Absolument. Quel est ce coût de renonciation? Est-ce qu'on doit refuser un certain nombre de privilèges, un certain nombre de déplacements, de voyages? C'est quoi exactement? Mais je vous assure qu'il y a des gens qui renoncent. C'est qu'on ne se rend pas compte, en fait, quand on n'a pas le choix. Il y en a qui n'ont pas le choix. Vous avez... pour qu'une activité, vous n'avez pas d'autres options. Et cette activité, mais même ça, hein, on va trop loin même. L'activité, c'est 8 heures par jour. Hein, vous avez 24 heures dans la journée. Il y a des corps de métier qui diffèrent. Ils passent plus que les 8 heures de temps. C'est rare. Si ça arrive, c'est qu'il y a un problème de management. Et c'est là où moi, à votre place, je dirais, ok, je vais prendre 3 ans de ma vie professionnelle pour monter en compétences très rapidement. Pour aller plus haut, parce qu'effectivement, plus on monte, logiquement, on devrait avoir plus de temps, si on sait déléguer, augmenter mes capacités de managériales. Et c'est ça notre job à nous, d'aider ces managers à trouver du temps pour leur famille. Parce que sinon, on est super absorbé par la dimension économique et on oublie la famille. Non, il y a des outils. C'est pourquoi ça demande des ressources. Ressources, c'est pas seulement l'argent ou le temps, c'est monter en compétences, pour être capable de déléguer, pour avoir une meilleure capacité d'organisation. Voilà, pour être capable de mettre des priorités. Et j'ai dit, votre temps, vous ne le passez pas entre la famille, entre le travail et votre famille nucléaire, non. Après, entre les deux, il y a énormément de social. Pour beaucoup d'hommes, c'est le maquis qui prend le plus de temps. Dès qu'il descend, dès qu'il a un temps chaud au maquis, même le week-end, quand il est à la maison, à la première occasion, chaud au maquis. Est-ce que c'est un défaut? Mais si ça bouffe trop le temps de la famille, il faut corriger. Il faut réduire peut-être un peu le maquis pour donner du temps à la famille. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, parce que la famille aussi, c'est pas agréable, hein, au passage. C'est pas agréable, hein. Donner du temps, c'est du boulot. C'est un vrai travail. Passer du temps avec un enfant, de quoi vous allez parler? C'est compliqué de rentrer de les rejoindre dans leur niveau de sujet. Donc c'est épuisant. Donc, eh bien, il faut le faire. Ça fait partie de votre rôle. Et c'est dans ces interactions que vous pouvez justement orienter l'éducation, donner des valeurs, communiquer votre vision de la vie. Mais si vous les évitez, qui va faire ce travail à votre place? La télé. Donc, tout de suite, on prend un smartphone, on le met dans les mains de l'enfant et puis on s'occupe à ce qui nous intéresse. Ouais, et ça, c'est justement ça qu'il faut éviter. Il faut renoncer à quelque chose. Pour le travailleur qui nous écoute, qui nous suit, est-ce qu'il y a le prototype d'une famille idéale? Alors, j'y crois pas. Je pense qu'il y a un but. Il y a un but, il y a une finalité qui pour moi doit être l'harmonie. Qui est la finalité, c'est l'harmonie, le bien-être de tous. Mais le chemin est très personnel. Il est très spécifique. C'est à chacun de construire son chemin. Mais la question qu'on doit se poser régulièrement, c'est est-ce que ma famille est harmonieuse? Est-ce que j'ai fait ou je fais ce qui est suffisant pour avoir une famille harmonieuse qui devient justement un facteur de productivité pour moi et non une source de stress? Mais maintenant, après le comment, c'est vraiment spécifique à chaque situation. Mais à ce niveau, déjà, à partir de quel moment l'on se rend compte qu'on accorde de moins en moins de temps à sa famille? Est-ce que c'est forcément quand on se plaint de l'absence ou bien à un certain moment, ça sonne comme un déclic? Si les membres de votre famille vous craignent, elle ne va pas se plaindre. Il y a des hommes qui sont très des alphas, des imposants. Donc du coup, même les enfants ou madame n'ont pas le courage de se plaindre. Donc du coup, c'est à vous d'observer. Les plaintes, c'est déjà bien s'il y a des feedbacks, mais c'est à vous d'observer. Et moi, quand je viens ici parler de ça, j'espère que quelqu'un va se poser des bonnes questions. Est-ce que ma famille me craint, par exemple? Est-ce que ma famille est harmonieuse? Donc pour moi, il faut avoir un temps où on se pose cette question-là. Est-ce que je fais ce qu'il faut? Et si je ne fais pas, il y en a qui se disent je ne peux pas. C'est pas vrai, vous pouvez. Mais il faut vous faire accompagner.
Il faut investir des ressources, il faut investir du temps, il faut chercher à comprendre comment ça marche. Oui, vous pouvez. Donc, s'il est souvent tard, après 10, 15 années de mariage, celui qui est en train de nous écouter se demande, ah mais je corresponds à ce qui se dit, mais est-ce que je peux changer la chose? Absolument, ça c'est l'une de mes convictions de coach, on peut tout changer. Tant qu'on vit, tant qu'on respire, on peut changer, on peut rattraper. Les dernières années d'une famille peuvent être les meilleures, ainsi on paye le prix. Même les 5 dernières années peuvent être des années extraordinaires, où on rattrape tout ce qu'on n'a pas fait durant 30 ans, quoi. Il n'est jamais tard pour payer le prix pour la transformation, il n'est pas tard. Et donc, c'est d'encourager ceux qui nous suivent. Vous pouvez investir et faire de votre famille un vrai levier de performance pour vous. Vous savez, l'homme est un égoïste, hein, j'ai dit ça comme ça pour choquer. Mais en économie, on dit que l'homme est un homo economicus, c'est-à-dire qu'il est motivé par ses intérêts. Et donc, lorsque tu ne vois pas l'intérêt dans quelque chose, tu n'es pas suffisamment challengé pour y aller. Et donc, ce que je vous fais voir comme intérêt, en tout cas durant cette émission, c'est que votre famille est un facteur de productivité. Vous voulez être plus productif, vous vous plaignez de votre productivité. Regardez votre harmonie familiale. S'il y a un problème, si vous investissez là, peut-être que vous allez être étonné de voir comment votre vie s'améliore sans que vous ayez besoin de faire plus d'efforts là-bas, mais peut-être que l'effort à faire au niveau de la famille. Comment arriver à ériger une famille en facteur de performance professionnelle et aussi de développement à l'échelle du pays? Je vous assure que ça c'est tout un parcours, hein. C'est tellement de choses à construire. Peut-être qu'on reviendra là-dessus, je me pose la question. Après, il faut nous envoyer des thématiques. Hein. Justement. Si à l'issue de cette émission, vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, moi j'aimerais bien le savoir. Amenez-moi en commentaire. TV en commentaire et puis nous on verra comment on transforme ça en un sujet pour l'animer. Mais ce que je peux dire déjà, un des premiers leviers c'est la préparation. J'observe que peu de personnes ont eu l'opportunité de se préparer avant de construire une famille. On a l'impression que c'est une évidence. Il n'y a qu'à se marier. Mais non, non du tout. Ça demande une préparation. Il y a tellement de choses à apprendre. Et je vous assure, je suis conseiller conjugal. Hein, j'ai un petit parcours. Je ne suis pas professionnel, mais j'ai un petit parcours de conseiller conjugal. Mais c'est étonnant de voir tout ce qu'il y a à apprendre pour bâtir une famille. Et ce que je trouvais beau dans ce parcours, c'est que toutes ces choses sont conformes exactement à ce qu'on fait dans une entreprise. C'est le même processus que vous allez utiliser pour construire une entreprise que vous utilisez pour construire votre famille. C'est la même chose. Donc, il faut apprendre. L'avantage dans ces genres de parcours, c'est synthétiser et on va à l'essentiel. Donc, il faut se préparer. C'est le premier levier. Il y a tellement de choses à construire. La vision, les valeurs, il y a des choix de priorité à faire. Il y a des décisions. Oui, il y a des couples qui n'ont jamais décidé de la gestion de leurs finances. La femme vient avec l'idée que l'homme doit tout faire. L'homme vient avec l'idée que sa femme doit contribuer. Ça, chacun a son idée. On n'a pas pris le temps d'harmoniser ces points de vue-là. Mais on va avoir des conflits. Ça ne va pas marcher parce que l'autre ne sera jamais prêt à contribuer. Parce que ce n'était pas prévu dans le contrat. Mais le contrat est tellement muet sur beaucoup de questions parce qu'on n'a pas discuté, on n'a pas échangé. Et l'incompréhension est l'un des leviers d'improductivité familiale parce qu'on n'a pas communiqué suffisamment. Et la communication est vraiment importante. Pas le fait de parler, hein. Je dis communiquer. Pas parler, communiquer. Et communiquer, c'est des techniques, c'est des outils. Donc la préparation est nécessairement la suite. Si on s'est préparé, le mariage. Il faut se marier. Et se marier, il faut dire, c'est pas juste. Il y a une dimension, je l'assume, hein, une dimension spirituelle de la vie. Et lorsque le mariage n'est pas fait, de mon point de vue, dans les conditions qui sied, vous ouvrez des portes. Par exemple, l'autorisation des parents. Vous ne pouvez pas vous marier sans l'assentiment de vos parents. Dans toutes les traditions, là, bon, c'est vrai que certaines traditions ont tendance à... Vous voyez ce que ça donne, hein, quand on touche aux fondamentaux. Voilà. On ne peut pas se marier sans avoir l'assentiment des parents. Même s'il faut prendre le temps de négocier, d'obtenir ce qu'on appelle la bénédiction. Sinon, après, on paye le prix. Donc, il y a des règles. C'est pas juste je me lève, je suis content, j'ai un peu d'argent, ou le gars il est beau, il me plaît, ça c'est pas suffisant, ça va bien au-delà de ça. C'est un processus qu'il faut respecter, il ne faut pas griller les étapes. D'accord? Donc oui, se marier, on dit, on vient de signer des documents, mais ça va bien au-delà de ça. C'est vraiment un processus à respecter. Ouais. Dans le processus toujours, le mariage, première année, 5 années, les enfants. Ouais. Vous savez, il y a la théorie. La préparation c'est la théorie. Maintenant vous allez dans la pratique. Mais cette pratique-là aussi, c'est pas parce que vous avez fait la partie théorique. Et moi, ça me rappelle, mais quand j'ai commencé à travailler, j'étais l'un des meilleurs dans mon domaine en marketing en classe.
parce que je suis marketeur de formation, même si je parle d'autres sujets plus que du marketing. Et puis j'arrive en entreprise, je suis incapable de vendre. Je connais mon marketing, mais je ne vends pas. Là, je comprends qu'il y a un souci entre ce que je sais théoriquement et comment je le mets en pratique. Et du coup, moi, j'avais tendance à venir avec mes cahiers au stage. Donc, quand je vis une chose, je vais voir comment je lis ce que je sais théoriquement et ce que je fais. Et puis, finalement, au fur et à mesure, j'ai vu le pont. J'ai compris. Et je sais que plein de gens n'arrivent pas à matcher théorie et pratique. Parce que quand vous rentrez dans la pratique, vous avez l'impression que la théorie ne fonctionne pas. Non, ça fonctionne. Mais c'est pour ça qu'il faut s'efforcer de faire le lien avec les choses qu'on a appris. Il faut avoir bien compris ce qu'on a appris. Sinon, au moment de pratiquer, ça va être assez compliqué. Et il faut se faire accompagner. C'est bien d'avoir des référents, des mentors, des modèles, des témoins normalement. Mais les témoins, regardez comment on les choisit arbitrairement. On choisit le témoin juste parce qu'il a l'argent. Il n'a pas votre temps. Pour vous, le choix du témoin, il est arbitraire généralement? Dans bien des cas. Si, je vois dans bien des cas. Le critère, souvent, c'est juste parce que c'est le plus riche de la famille. On espère plus qu'il nous donne des revenus qu'autre chose. Mais non. Quel doit être le profil? Mais c'est quelqu'un qui est un modèle pour vous, qui a su construire une famille, le genre de famille que vous voulez avoir, je suppose. Si lui-même il a un problème là, comment il va vous accompagner dans votre processus à vous? Parce qu'il a fait 20 ans de mariage qu'il est forcément un meilleur couple. Hein, ouais. Et puis deuxièmement, qu'il ait du temps pour vous, qu'il ait envie. Il n'a aucun lien avec vous. Comment il va construire? Ouais, mais si c'est quelqu'un qui vous considère déjà depuis longtemps, qui vous encourage dans votre vie en général, qui a envie de vous voir réussir, il sera prêt à investir de l'énergie et du temps dans votre foyer. Ouais, donc ce choix-là, déjà, c'est important. Alors, quel serait le dernier mot à l'endroit de ces auditeurs téléspectateurs qui n'arrivaient pas à faire la part des choses entre un investissement dans leur travail et un investissement conséquent dans leur famille? Il faut équilibrer. Il faut retenir que j'insiste, votre famille est un facteur de productivité. Plus elle est équilibrée, plus vous serez épanoui. Plus elle est épanouie, plus vous serez productif. Et il faut investir du temps. Faites des recherches, allez lire, posez des questions, allez vers des modèles de famille. Il y en a, je vous promets. Allez vers eux et voyez comment la dynamique famille, productivité s'enclenche. Et j'insiste, vous avez une responsabilité générationnelle. Vous savez, moi, je suis dans le milieu des jeunes, je dirige une école, IST notamment, mais je peux vous dire, vous voyez des jeunes qui souffrent tellement, mais vous n'avez pas idée, hein, qui souffrent tellement. Je dis qu'on a perdu un jeune. On en a perdu un. Ils souffrent tellement, vous n'avez pas idée, tellement ils sont dans des familles dysfonctionnantes. Tellement les familles. Dernièrement, on a organisé une rencontre à ce sujet. On a fait venir quelqu'un pour les encourager qui a vécu aussi une famille difficile. Parce que je vous dis, dans la salle, il y avait des gens qui pleuraient parce qu'ils vivent des situations tellement difficiles. Ce que vous n'avez pas aimé vivre vous-même en tant que jeune, ne le faites pas subir à vos enfants. Essayez de payer le prix pour qu'eux soient dans des environnements plus harmonieux. Parce que s'ils le sont, ils seront plus productifs, ils vont construire de meilleures familles. Mais je vous dis que les familles sont tellement dysfonctionnelles que ça affecte notre jeunesse. Donc ça va affecter les futures familles qui seront créées et ça va affecter notre nation. Nous avons une responsabilité. Vraiment que Dieu nous soutienne. L'émission est suivie et appréciée aussi par les célibataires. Quel mot à leur endroit en termes de préparation et tout? Ah là, eux, ils ont encore le temps de bien se préparer. Parce que c'est quand vous allez voir un artisan, il a déjà produit un truc, vous lui demandez de réadapter, c'est plus compliqué, ça va être plus coûteux de restaurer que de fabriquer. Parce que la plupart d'entre eux aussi investissent tellement dans le travail, dans la recherche du gars qu'ils ne pensent même pas à l'aspect mariage. Exactement. Lisez, commencez à faire des recherches. Je vous assure, il y a tellement de données. Et le célibataire, tu as encore la chance de mieux te préparer pour ne pas avoir besoin de corriger. Il y a tellement de choses à apprendre. Ne serait-ce que les langages d'amour, ne serait-ce que les tempéraments, ne serait-ce que, je prends quel outil? La structuration, ce qu'on appelle l'ordre de valeur. Faire un travail sur votre ordre de valeur. Ne serait-ce que définir vos priorités en termes de financement, le niveau de vie. Il y a tellement de questions auxquelles vous devez répondre. Et des questions auxquelles votre conjoint doit répondre. Et qu'ensemble, vous puissiez justement trouver le lieu d'entente. Ouais. Il y a tellement de choses. Tellement. Merci Abdul Karim Bandé, merci pour ce temps consacré. Je rappelle que vous êtes le directeur général du cabinet Salomon Conseil. Merci grandement à vous auditeurs et téléspectateurs, clin d'œil au réalisateur Aimé Zondi. En attendant, Dieu voulant de vous retrouver pour un prochain numéro, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina. Mais n'oubliez pas, laissez-nous en commentaire des suggestions et des questions pour d'autres thématiques. Au revoir.